Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Greg's Whiskey Guide, le guide de Grégoire du whisky. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo en français et je suis un peu débordé, pour ne rien vous cacher, par les vidéos en anglais et le site. Grosse actualité des deux côtés, gros projet. Grosses choses en cours d'élaboration, voilà, pour voir qu'est-ce qui est faisable ou pas et dans quel délai. Donc mes excuses si vous ne voyez pas beaucoup de choses en français pour le moment. Concernant le site internet, gregswhiskeyguide.com, donc encore désolé, il n'est pas adapté pour le moment au téléphone portable, tablette et compagnie. J'ai un gros souci technique par rapport à la version la plus récente que je n'arrive pas à faire fonctionner, donc je ne peux pas l'enrichir. Donc à un moment donné ou à un autre, et comme je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un, puisqu'on m'a gentiment proposé et fait un diagnostic sur ce qui n'allait pas sur la chaîne, et je remercie ces personnes, mais donc je ne peux pas utiliser leur service pour le moment. Je cherche des solutions, voilà, bon, on verra. En attendant, je publie de manière effectivement assez éparse. J'ai publié il y a peu un compte rendu sur le salon Club Expert du Gars qui a eu lieu au Palais Brognard fin septembre, et où pourquoi ça a pris du temps? Parce que je ne me contente pas comme certains de faire 10 lignes et puis allez hop. Moi j'ai fait je sais plus, mais voilà, il y a de très nombreuses pages. Je me rappelle qu'il y a 48 notes brèves de dégustation et 8 notes complètes. Les notes brèves, maintenant, je vais les faire pour les salons, les gros salons, uniquement en anglais, parce que sinon c'est trop long à traduire. Et lorsqu'il y aura des échantillons ou des bouteilles chroniquées, là, je ferai effectivement, c'est normal, le français, et ensuite je traduirai, comme d'habitude moi-même, en anglais. À venir, mais je suis en retard pour changer, pardon, le compte rendu du Whisky Life Paris pour exactement les mêmes raisons. Tout cela s'ajoute en plus aux problèmes de santé, je ne vous cache pas, qui ne sont pas résolus, donc avec un manque de sommeil énorme, une apnée du sommeil sévère, non traitée pour l'instant. Voilà, bref, tout ça fait qu'il y a beaucoup de retard et beaucoup de fatigue le soir, et pas évident d'écrire voilà. Mais je fais ce que je peux, je teste quand même des choses régulièrement. J'ai accéléré un peu les choses puisque il va y avoir plusieurs événements, que ce soit sur la chaîne YouTube, certains ont déjà eu lieu, et sur le site, mais aussi dans la vie réelle, entre guillemets. Donc voilà, je vais recevoir quelqu'un qui regarde le site et qui le soutient activement, et dont je parlerai tout à l'heure. Et donc voilà, ça se prépare, donc j'ouvre de nouvelles bouteilles, il faut noter des choses aussi. Qu'est-ce que je peux dire de général à part cela? Donc sur le site, oui, donc le compte rendu à venir de Whisky Life Paris, pour lequel j'ai déjà commencé à déguster la première édition du Bimber. Donc ce single malt de 3 ans d'âge élaboré par une distillerie londonienne très prometteuse et sur une approche très artisanale. Un très joli single malt avec une maturation complète en fût de Xérès de type Pedro Ximénez. Donc Xérès c'est sherry en anglais. Sherry avec un S et non pas cherry avec un C comme j'entends parfois, qui veut dire cerise. Donc le vin de Xérès qui est très apprécié par les amateurs de whisky lorsqu'il est donc lorsqu'il a contenu précédemment, il a été précédemment dans des fûts, et donc le fût est vidé, il reste juste quelques litres, comme on dit, pour le de transport de vin de Xérès, vin muté, et ensuite le liquide est vidé, le fût est rincé, éventuellement légèrement toasté,
ou plus, ça dépend des distilleries, ou plus profondément brûlé, et ensuite rempli de whisky. Donc voilà, donc Bimber, donc embouteillé brut de fût à 54,2% d'alcool, donc first release, très très bon whisky que je ne peux hélas plus recommander puisqu'il est plus en vente. Voilà. Et il y a par contre le deuxième release, la deuxième édition est sortie avec une recette complètement différente, des fûts qui ont contenu autre chose que du whisky, qui ont été fortement brûlés justement pour évacuer tout goût antérieur, mais aussi pour faire ressortir ce qu'on appelle la vanilline, des épices, et donc recevoir le distillat pur cette fois-ci enfin c'était le cas aussi avant, mais le distillat pur sans autre chose à part le fût de Bourbon, effectivement. Bourbon, pardon, ce n'est pas un fût de Bourbon, j'ai pas le droit de dire ce que c'est. Donc les fûts qui ont contenu d'autres spiritueux précédemment, qui ont été fortement brûlés à l'intérieur, voilà, afin de, comme j'ai dit, de ressortir des choses plus intéressantes que ce qu'il y avait à l'origine, et donc qui a été rempli, voilà, en premier remplissage du distillat de Bimber. Donc je l'ai dégusté, mais je n'ai pas encore l'échantillon, donc c'est difficile d'être précis. Au Whisky Live, il m'a paru très intéressant, le Bimber Second Release, mais peut-être un peu trop de travail sur le bois qui fait que j'ai, pour l'instant, avec les deux versions d'ailleurs, un peu de mal à saisir qu'est-ce que c'est leur distillat. C'est le même problème d'ailleurs pour nombre de jeunes distilleries. Ceci étant dit, c'est vraiment, voilà, les deux m'ont fait une très forte impression en termes de maîtrise, voilà, du travail du bois, maîtrise de la distillation. Voilà, il n'y a rien d'alcooleux, de tête et queue de distillation, de raté, de choses comme ça, comme on trouve parfois dans d'autres distilleries. Donc voilà, donc ça c'était pour Bimber. Il y a aussi le Glenallachie 12 ans, voilà, dont la dégustation m'a paru assez chouette au salon, mais sur échantillon qui révèle plus de choses, puisqu'évidemment c'est dégusté à part. Donc voilà, les défauts aussi peuvent ressortir. C'est quand même assez compliqué comme single malt, avec du chêne neuf, du xérès, et je sais plus ce que c'était le troisième. Il y a 3 types de fûts impliqués. Ça jure un peu, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas mauvais du tout, mais voilà, pour l'instant ma note est très très mitigée dessus. Autre chose hors salon, mais j'en reparlerai tout à l'heure pour les samples. Dans un petit concours sur une chaîne YouTube, ami de The Last Drop, j'ai pu gagner un Four Roses de 6 ans d'âge, mis en bouteille dans les années 80, voire fin 80, début 90, à 43 degrés, très intéressant sur le papier. Voilà, donc pour les choses sur le site, et il va y avoir des gros sujets qui ont été coupés en plusieurs parties, qui sont notamment déjà sortis, ça sera dans la rubrique Express Notes, au sujet d'un don important de samples du Loch Lomond Group, donc j'en ai encore pas mal à évaluer. J'ai déjà chroniqué 4 ou 5 Glen Scotia notamment. Vous pouvez voir la chronique de l'excellent 15 ans d'âge millésime 2003 réservé au Campbelltown Festival de cette année, qui était une finition rhum, et que je recommande fortement. 91 sur 100 si je ne m'abuse, c'est ma note. Compass Box, également aussi des samples à évaluer. Je n'ai pas pu avoir les 3 Myths and Legends, mais j'étais à la masterclass de John pendant le Whisky Live Paris. J'ai pu goûter tous les 3. Ils sont très intéressants et très différents les 3. J'ai eu plus de mal à évaluer le Blended Malt pour des raisons que je passe, qui sont indépendantes de ma volonté et de celle de Compass Box. Une petite erreur de ma part sur une erreur aussi
du set qui était devant moi, donc j'ai tout de suite dilué ce que je prenais pour un autre sample qui est arrivé après en fait. Donc je ne peux pas évaluer le Myth and Legends 3 du coup, que j'ai trop dilué. Voilà, je pensais que c'était l'Affinity, mais en fait non, c'était le 3, et l'Affinity est venu après dans le même verre, donc c'est problématique. Je connais l'Affinity puisque j'ai eu un échantillon et je l'ai chroniqué, donc c'est une autre histoire. Mais le Myth and Legend 1 notamment m'a beaucoup impressionné, c'est un bal Blair issu de plusieurs fugues, remarquablement construit. Voilà, j'ai aussi le No Name que j'ai commencé à déguster, The Circle, et des échantillons un peu plus anciens, parfois prestigieux, que j'ai pas forcément tout de suite dégusté, pardonnez-moi. Ensuite, concernant les notes à venir, également en partenariat qui me laisse toute liberté d'agir, hein, autant le préciser encore une fois. Elixir Distillers, que j'aime vraiment voir beaucoup ce qu'ils font en général. J'ai pu obtenir un échantillon que là j'ai acheté par contre en ligne, et je remercie Rome Attitude d'avoir pu encore nous fournir cet échantillon lors d'une commande que j'ai faite, je sais même plus de quoi d'ailleurs. Et donc c'est le Peat and Cherry Elements of Isla que Chris Maybin m'a gentiment fait déguster sur le stand. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient terminées, qui étaient plus dispo, donc tiens, si tu veux goûter ça, je dis oh oui, ça m'intéresse. Et hélas, c'est épuisé un peu partout, c'est dommage parce que c'est absolument phénoménal, magnifique. Donc là, je vais pouvoir le tester au calme. Puisque j'en suis aux échantillons, donc je signale aussi deux Porras Cake que je suis en train d'évaluer, à savoir le 10e anniversaire, un brut de fût, et une version réduite à 45,8 du 28 ans d'âge. Voilà. Tant qu'on est à Elixir Distillers, ils ont une nouvelle gamme. Également, j'ai reçu des échantillons. Kaolila 11 ans, donc c'est la gamme Reserve Cask, qui est une espèce d'intermédiaire entre The Single Malt of Scotland. D'ailleurs, c'est dans la gamme Single Malt of Scotland, mais ça a le nom de Reserve Cask. Donc Kaolila 11 ans d'âge à 48, ils sont tous à 48 d'ailleurs. Glenelgin 13 ans, ils sont tous très pâles, donc je subodore que ce sont des refills, donc des fûts à plusieurs remplissages avant de contenir le whisky, probablement 2 ou 3, si c'est pas plus. Orkney 12 ans, je sais que c'est un Highland Park. Voilà, ensuite pour aller vite, en échange de samples, ce que je vous recommande vraiment, chers lecteurs, si vous en avez la possibilité parfois, parce qu'on ne peut pas acheter tout ce qui bouge, hein, n'est-ce pas, comme bouteille. J'ai fait un échange de samples avec Dram Gazette sur Twitter, qui fait des choses sur Instagram, des notes de dégustation. Donc 2 samples de whisky irlandais qui m'intriguaient beaucoup, parce que j'ai jamais dégusté encore de Glendalough. Donc Glendalough 7 ans Black Pits et Glendalough 13 ans Mizunara Finish. Ça m'intéresse beaucoup. Il y avait eu beaucoup de succès critiques, le Mizunara Finish. Voilà déjà première partie, si j'ose dire. Je vais en profiter donc pour bousculer un peu l'ordre, parce que je pense que ça sera mieux comme ça. Remercier 2 personnes en particulier qui vraiment sont de nouveaux gros contributeurs maintenant en sample, voire en bouteille pour certains à la chaîne. Donc Guillaume qui est en Belgique, GV2M, je crois que c'est son nom sur YouTube. Merci vraiment beaucoup Guillaume, notamment pour, même si c'est un échange de samples, c'est quand même... Voilà, je suis très content, par exemple, de bientôt pouvoir déguster Parker Heritage Collection 24 ans. Voilà, que j'ai jamais pu déguster pour l'instant. Un Smooth Ambler en version 2016 à 60,6. Et il y a la bouteille, on en parle après.
un Weller 12 ans, j'ai jamais dégusté de Weller aussi, je suis très curieux. Wheated Bourbon, donc à base de blé. Wild Turkey, je vais peut-être pas tous les faire, puisque de toute façon je ferai une vidéo sur... oui, il faut que je parle des vidéos. Colonel H. Taylor, brut de fût également, et j'en passe. Pardon. Et donc il m'a très gentiment offert cette bouteille que nous allons, que je vais déguster devant vous tout à l'heure. Donc oui, concernant la chaîne YouTube, puisqu'on parle de Bourbon, je vais faire un 10 bourbons to try now très bientôt. Ça sera en anglais, je m'en excuse, mais peut-être que je ferai aussi une vidéo en français pour la peine. Et peut-être un peu différente. Peut-être que je mettrai aussi des rye, des seigles, des whisky de seigle avec, parce que je suis devenu amoureux du whisky de seigle, je ne vous le cache pas. Une des preuves sur la table, le Whistle Pig, qui est une tuerie totale. Même la version 10 ans, je dis même au prix où il est, il peut. En France, il est plus cher qu'ailleurs. Bon. Donc oui, je vais faire un sujet sur le site avec toutes les dégustations, tous les samples que vous m'avez envoyé, donc toi Guillaume et toi Luna Aaron. Je ne sais pas si elle est très francophone, donc je lui ferai savoir que j'en ai parlé, mais il y a Thank you Luna again. Donc pour elle, il s'agit de samples, je sais plus où je les ai mis du coup, ils sont restés là-bas. De samples également américains, où il y a aussi du Weller, je crois qu'il y a Russell's Reserve aussi, des choses que j'ai jamais goûtées. Très intéressante. Et last but not least, un remerciement, Christophe alias Coldorac sur Twitter. Donc pour une série de samples, voilà, en échange de samples de Bal Blair, officiel et license bottling plus ou moins de Gordon MacPhail. Donc je ferai un sujet spécial exprès parce que avec d'autres dons ou échanges, j'en ai 4 ou 5 du coup à chroniquer, ça mérite un Express Notes sur mon site. Lors de notre dernière rencontre avec Christophe aussi Julien, je remercie les deux en même temps. Voilà, j'ai pu sampler un Springbank 23 ans de Meltman, donc j'en parlerai aussi. Un SMWS 35.237. Novel Experience, je pense que c'est un Glenmorangie. Et le 21 ans Portwood, le nouveau, c'est une nouvelle référence de la gamme officielle. Donc ça, entre autres samples. Donc j'ai du pain sur la planche. On est déjà presque 18 minutes. Je vais tester quelque chose pour vous. J'aurai pas le temps de tout tester, mais voilà. Donc entre les nouvelles acquisitions, les ouvertures récentes de bouteilles, vous l'avez vu peut-être sur ma vidéo en anglais Birthday Live. Donc j'ai pu enfin ouvrir, ça date de 2012, si je voulais l'acheter aujourd'hui ça coûterait 6 à 8 fois plus cher. C'était à peine une centaine d'euros en 2012, donc le fameux Thor, qui est un Valhalla Collection. Voilà, j'ai récemment assisté aussi au Whisky Shop à une dégustation de... Le 18 ans d'âge que je connais pas par cœur, l'ancien packaging mais relativement récent quand même, parce que j'ai aussi l'ancien chez moi, le précédent des années 2000, début 2000. Donc j'ai pu déguster le Fire Edition et le Ice Edition, et aussi le 16 ans Twisted Tattoo, le nouveau. Fire and Ice, c'est intéressant pour aller vite, mais franchement, pour 350 à 380 euros, c'est tout à fait dispensable. Ce ne sont que des 15 à 17 ans, brut de fût à peine. Je suis pas sûr que c'est des brutes de fût, franchement. Le titrage est assez faible, pour l'un des deux au moins. Mais peu importe, si c'est bon, mais le problème c'est que le prix est totalement prohibitif. Ce sont de bons whisky. J'ai bien aimé, surtout j'ai préféré le Fire au Ice. Fire qui est un port finish, plutôt bien fait. Mais honnêtement, rapport qualité-prix, j'ai préféré le 16 ans Twisted Tattoo, le dernier en date, qui est affiné dans un fût de Rioja, donc du vin rouge espagnol.
En règle générale, je suis pas fan des finishes en fût de vin, spécialement les vins rouges, qui tendent à gommer le caractère de la distillerie, mais là je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien tirés. Sur ce profil-là, du Thor, qui est un 16 ans embouteillé à 52,1, je vais le regoûter pour vous. J'ai dit dans la vidéo anniversaire que j'ai faite pour l'anniversaire le 10 novembre, où je voulais partager des choses avec vous et j'ai fait gagner aussi des samples. Peut-être que je fasse ça en version française aussi, si ça vous intéresse. Et donc j'ai dit que je suis Bodorex et des fûts de Bourbon. J'ai aucune certitude en la matière et mon expérience de 20 ans m'a dit à la dégustation que non, il y a bien des fûts de sherry à l'intérieur. Peut-être c'est une mineure sherry, peut-être que c'est du 60-40, 70-30, mais il y a un impact clair puisque j'ai eu ces fameuses notes d'herbe de bruyère, miel de bruyère, pardon, de fleurs de bruyère, qui sont typiques dans les versions sherry et quasiment absentes dans les versions bourbon. Donc je n'invente pas. Par ailleurs, j'ai vu des notes après coup qui laissaient entendre qu'il y avait des fûts de sherry. Aucune certitude, aucune info officielle que j'ai pu trouver pour l'instant, désolé. Mais pour moi, il y en a. Donc, voilà, le nez, il est typique. Donc, le miel de bruyère, les fleurs sauvages, les fleurs capiteuses, plutôt violette lavande dans le fond, pas du tout en avant. Il y a un peu de cuir pour moi. Il y a une vanille en arrière-plan. Il y a des fruits noirs, des fruits mûrs d'hiver. Peut-être un peu de prune, des abricots. Ah putain, c'est un bon nez. Ouais. De la cire également. Waouh. C'est super équilibré. Il y a juste un trait, un tout petit trait en arrière-plan de fumée de tourbe, mais c'est très discret. Je dirais un peu plus que dans le 18 ans et légèrement moins que dans le 12 ans d'âge officiel. Santé. Tout à fait buvable sans eau. On développe plus d'épices évidemment en bouche, du poivre noir, pointe de piment d'Espelette peut-être. On retrouve l'herbe de bruyère, on retrouve les fleurs, on retrouve les fruits mûrs. On trouve un peu de très légère vinosité du sherry et un joli boisé, très fin. Je vais l'ouvrir quand même un petit peu. Une très fine amertume à la fin. J'ai toujours ça, c'est toujours utile. Je l'ai un peu customisé, mais voilà, pour vraiment maîtriser la quantité d'eau que vous rajoutez. Magnifique. Je sais plus, j'ai pas mes notes, mais bon, il est au-dessus de 90 clairement, je crois 91, 12 peut-être. Voilà, pour moi c'est mon préféré des 3 sur les 4 que j'ai goûté de la première partie de la gamme, c'est-à-dire Thor, Loki c'était le deuxième, Freya le troisième et quatrième c'était Odin. J'ai pas pu goûter le Odin. Les prix ont flambé entre temps et les dégustations se sont raréfiées comme par hasard sur les stands aussi. Mais j'ai goûté les 3 premiers, ils sont tous différents. Pour moi, le Freya, c'est le plus pauvre des 3 au niveau aromatique. C'est vraiment que du bourbon, refill. Ça peut être super. Hein. Il y a des Highland Park élevés en fût de bourbon en négoce qui sont fabuleux, notamment chez Kellened. Mais là, je trouvais ça très moyen. Quoi. Là, on est sur vraiment un compromis bourbon sherry qui marche du tonnerre pour moi. Je préfère même la version Loki qui est plus puissante. Je préfère le Thor. Vous pouvez le trouver hélas entre 600 et 1000 euros maintenant. C'est lamentable, mais voilà, c'est comme ça. Moi j'ai attendu 7 années pour ouvrir ma bouteille. Mais voilà, c'est comme ça.
Alors la question m'a été posée en anglais, mais je vais y répondre en français. Par rapport au full volume qui lui est 100% bourbon, et j'aime beaucoup également et que j'ai ici mais j'ai pas encore ouvert. Je dirais que là, on est aussi dans le même genre de registre subtil, mais qu'on a une palette plus large parce qu'il y a le sherry qui influence et qui ramène un peu de la signature Highland Park davantage sur la complexité, le spectre beaucoup plus large de saveurs. Mais le full volume, qui est un 17 ans, est magnifique également. Vous pourrez encore le trouver, je vous le conseille. Voilà, superbe Highland Park. Donc voilà, dans les nouvelles acquisitions ou bouteilles récemment ouvertes, je signale aussi le Springbank 17 ans Cherrywood, qui date de... Pardon. C'est ça qu'on n'a pas assez de place pour tout. 1997, Bottled 2015, désolé l'anglais, 52,3, plus de 9000 bouteilles. Voilà, magnifique Springbank, voilà, Sherry, casque entièrement, pardon, fresh, premier et deuxième remplissage. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, je ne vais pas en faire l'article, j'en ai parlé beaucoup sur le site et il y a la note de dégustation bilingue dans mon spécial Canada. Donc dissertation Wisers, enfin dans ma collection. J'ai eu mis du temps, j'ai eu du mal, etc. Mais j'en ai au moins seulement une. J'ai également pu avoir le Canada Day. Donc je vous recommande vraiment si vous êtes fan de ce type de whisky très fin, très subtil, avec dominante seigle. Voilà, sur Whisky Exchange, c'est pas pour faire de la pub, mais vous pouvez encore en trouver, et c'est le seul endroit quasiment sur la planète, sauf si vous habitez l'Ontario, parce que voilà, ça date déjà de 2017, et c'est un 17 ans d'ailleurs, et voilà, j'en ai parlé aussi dans la masterclass avec Don Livermore, le maître assembleur, que je vous invite à regarder si vous vous intéressez au whisky canadien et à donc Lot 40 et Lot 40 et dissertation Wiser. Je vais goûter ça peut-être à la fin si on a le temps, voilà, parce que c'est fantastique. C'est Whistle Pig, c'est une marque américaine, c'est une jeune distillerie mais qui source depuis quelques années des whiskies de distilleries canadiennes, donc notamment d'Alberta, la distillerie Alberta Distillers. Qui a au moins l'honnêteté de le mettre quelque part derrière que c'est... mais il faut vraiment voilà, ramer un peu pour comprendre que c'est distillé au Canada, mais c'est très malignement fait, âgé et mis en bouteille dans le Vermont aux États-Unis. Donc ils sont en train, j'ai goûté d'autres versions, ils sont en train de faire un mix de leur production locale dans le Vermont et de la production canadienne qu'ils reçoivent, et aussi probablement une partie qui vient de MGP, cet énorme complexe dans l'Indiana aux États-Unis, qui fait très belles choses, on va le voir après. Et c'est un whisky à 50% dans une centaine d'euros quand même en France, mais c'est monstrueux. Ma note provisoire, c'est très clair, elle est montée par rapport à l'échantillon que j'avais eu. Elle est montée à 96 sur 100, voilà. Hein, no comment. C'est fort comme note, je le sais, mais c'est d'une subtilité, d'une beauté florale, fruitée, et le seigle en avant, c'est magnifique, franchement magnifique. Et ça écrase plein d'autres whiskies. Alors dans les ouvertures, j'aurai pas le temps de tout goûter aujourd'hui. Faites-moi savoir s'il y a des whiskies en français vous aimeriez avoir la chronique spécialement parmi ceux dont je parle, dans les commentaires. L'Aran Cherry Cask, qui pour moi a encore besoin un peu d'air, parce que voilà, c'est jeune, je crois que c'est 7 ans seulement. J'ai bien aimé en salon, j'ai bien aimé sur échantillon dégusté chez un ami caviste. Il est un peu raide quand même encore, mais voilà, c'est bien fait, le packaging est sublime. Voilà, pour une soixantaine d'euros, un peu plus, vous avez un brut de fût à 55,8 degrés naturels.
voilà, d'Aran. J'avais pas d'Aran Cherry Cask dans ma collection, j'en ai 6 autres, mais aucun n'est entièrement en fût de Cherry. Donc voilà, ça comble un manque. Suite à une solde à 39 € au lieu de 50 à 60 même, j'ai acquis ce High Coast Timber, qui est une nouvelle version pour cette année, une nouvelle sortie en bouteille à 48. Il y avait 2 versions disponibles dans mon magasin de proximité, super bien fourni, ce qui est dangereux. Il y avait le Timber et le Halve. Le Halve est en fût, il me semble, fût neuf. Bref, il y a des choses qui me laissaient un peu perplexe. Or là, on est sur du fût de Sherry de premier remplissage et on est en, je sais plus combien, 30, 40. On a pas mal de tourbes, mais c'est super bien fait, c'est jeune. Je crois que c'est 6 ans ou 7 ans, mais c'est plutôt bien fait, c'est très agréable. Comme apéritif légèrement tourbé, je vous le recommande. On repasse en Amérique du Nord et là aux États-Unis, dans le Kentucky, avec ce qu'on appelle un wheated bourbon, c'est-à-dire bourbon de blé. Larceny, vraiment très agréable, très fin, très doux. C'est un passe-partout, c'est vanillé. Il y a vraiment le côté fruité, acidulé légèrement du blé. En France, on a l'édu, c'est le blé noir. Mais on ne peut pas dire que le profil est similaire, honnêtement. Mais on s'en rapproche un peu avec ce Larceny. Je ferai un sujet sur les whisky français un peu plus tard. En français, je veux dire. Voilà, 1 litre, un peu moins de 50 €, si vous pouvez le trouver. C'est vraiment chouette, oui. 46 degrés. C'est un joli whisky apéritif. Catégorie supérieure, on en trouve en France maintenant qui sont distribués par les nouveaux distillateurs, qui est une société qui importe également le Lot 40, Lot 40 de Hiram Walker Sons et d'autres choses. Jolie gamme entièrement sourcée pour l'instant, me semble-t-il, auprès de MGP, Midwest Grain Products en Indiana, comme j'ai dit précédemment. N'empêche que Smooth Ambler, c'est une super marque. Le Contradiction est magnifique. Il y a la version au départ à 50 et qui a été réduite à 46 degrés maintenant. Ça, c'est une bouteille que m'a envoyée en remerciement d'un échange de samples et pour soutenir la chaîne Guillaume de Belgique, que je remercie encore une fois. C'est une version 7 ans. Ici, on trouve plutôt, je crois, le 4 ans ou sans mention d'âge. C'est une version 7 ans du Old Scout Straight Bourbon Whiskey. Je vais le déguster avec vous. Voilà, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je déguste. Je vais prendre un peu de temps. On dépasse les 30 minutes, j'en suis désolé. Je fais pas souvent de vidéos en français. C'est une mise du 4 juillet 2015, batch 2. Voilà. Et là, ce qui est vraiment superbe, vous voyez, non, vous voyez pas la couleur. Ce qui est vraiment superbe, c'est la subtilité, parce qu'il y a du seigle également en mineur, mais en deuxième composant, si je ne me trompe pas. J'ai plus la recette en tête, désolé. Si je peux, je la marquerai dans la description. De ce que je vais goûter sera en description. Il y a de la cire, il y a du solvant, mais dans le bon sens du terme, comme souvent dans les cognacs et dans certains bourbons. Il y a des fruits charnus, des fruits abricots, pêche, ce que j'appelle, parce que charnu, oui, je goûte pas, je le sens, mais il y a une qualité qu'on peut percevoir, et qu'après, évidemment, je confirme en bouche, c'est pour ça que j'en parle, mais il y a vraiment une qualité, il y a un côté soyeux qu'on pressent déjà au nez. Je sais, c'est très subjectif et bizarre, mais il y a une élégance, un raffinement dans l'assemblage des notes qui donne des notes florales et fruitées.
Il y a beaucoup de classe dans le résultat déjà au nez. J'ai oublié de dire qu'il était à 49,5 si je ne m'abuse. Je ne sais plus où c'est marqué, mon Dieu. 49,5% d'alcool. C'est un très beau degré, très bel intermédiaire pour moi, pour des choses qui demandent un peu de puissance, comme les bourbons ou les rye, même les scotch d'ailleurs, mais c'est un très beau degré intermédiaire. Allez, santé et merci encore à Guillaume et à tous les autres pour les samples. Voilà. J'ai oublié de mentionner l'érable. Donc il y a les fruits, qui ont un peu de chair mais qui sont assez vite soyeux. Il y a le solvant, il y a la cire, il y a l'érable et le seigle. Tout est un peu mêlé, comme si on avait un mélange de Bourbon et de Tennessee, curieusement. Je trouve ça assez magique. Je suis curieux du coup de déguster la version brute de fût qui m'a envoyé en sample. Le temps passe vite, il va falloir que je conclue cette vidéo. Pour que vous ne vous en lassiez pas et que je puisse la charger sans mettre 5 ou 6 heures, comme parfois. Oui, ça prend du temps, je ne suis pas un pro de la vidéo. Donc voilà, je mets un petit peu d'eau dans ce petit bijou. Et donc ce whisky figurera dans la version anglaise que je ferai bientôt, qui s'intitulera quelque chose comme 10 Bourbons to Try Now. Et d'autres whiskies nord-américains figureront dans les 10 Whiskies to Try Before You Die, que je ferai bientôt, dès que je sais comment faire des inserts d'images et choses comme ça, pour faire voilà, quelque chose d'un peu plus sophistiqué, et aussi parce que pour les 3/4 des bouteilles, je ne les ai pas. Et ce ne sera pas des bouteilles ordinaires, je vous le garantis. Parce que, bref, vous verrez, bientôt. Voilà, donc avec un peu d'eau, l'érable se développe. Le seigle également, tout va dans le même sens, exubérant et en même temps très fondu. C'est ça qui est magnifique. Je sais plus le score, il dépasse 91. Je ne sais plus de mémoire, j'ai pas mes notes. Voilà, ça vous tapisse le palais, mais légèrement. Il y a l'érable qui revient en retour en rétro-olfaction, avec une pointe de seigle un peu épicée derrière. Des épices douces, classiques, américaines, comme on dit. Elles ne sont pas américaines, mais elles caractérisent souvent donc les bourbons, la cannelle, girofle, muscade. Il y a aussi une pointe de gingembre, notamment. Là, il y en a, mais plus dans d'autres whiskies. Ouais. La vanille, il y a du miel. Les inconvénients du direct, excusez-moi. Ouais. Donc un whisky très soyeux, très délicat, très bien fait, très bien assemblé, qui est vraiment la preuve qu'on peut sourcer dans les distilleries industrielles gigantesques et de toute façon c'est fait sur spécification de chaque société et vraiment il y a un beau travail qui est fait en sélection, en spécification, donc en assemblage, comme en fabrication. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remercie beaucoup. Surtout, faites-moi savoir si vous êtes intéressé par d'autres vidéos en français, puisque comme je l'ai déjà dit, la demande, hélas, c'est inférieur, largement inférieur à la demande en vidéo en anglais. Peut-être est-ce de ma faute, parce que j'en ai pas fait assez, du coup je ne génère pas la demande. Peut-être est-ce aussi que vous préférez les vidéos en anglais. Vous êtes très peu à me faire des retours sur ce sujet et très peu à m'en demander en français. Même s'il y en a qu'un, je prends en considération. Donc je salue nos amis, notamment
du Québec, Swami par exemple, qui est un autre youtubeur à suivre. Mais voilà, ils sont pas nombreux à me le demander, donc voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez, donc le j'aime, le petit bouton j'aime, et cliquez aussi sur le cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.